Nous devons distinguer les coups d'État militaires réactionnaires néocoloniaux d'un côté et de l'autre côté les coups d'État militaires révolutionnaires et populaires. Les coups d'État militaires réactionnaires et néocoloniaux sont fomentés par des puissances étrangères pour imposer à la tête de nos États des hommes en armes, mais qui servent les multinationales étrangères, qui servent l'impérium néocolonialiste, qui servent la domination des puissances moyen-orientales ou occidentales sur les Africains. Maintenant, il y a les coups d'État révolutionnaires et populaires. Ils répondent aux aspirations des peuples. Les forces de défense et de sécurité prennent acte du fait que les peuples veulent être les acteurs principaux de leur propre transformation. Et ces coups d'État ont une légitimité morale, car ils mettent fin à des régimes aliénés, orientés par les intérêts extérieurs et ennemis de leur propre peuple. Mais est-ce que ces coups d'État ont vocation à devenir permanents ? Je parle de la seconde catégorie. Là encore, non. Mais, Robert, nous sommes en guerre. Quand un pays est en guerre, combien de pays en guerre avez-vous vu laisser à l'écart de la gestion de la chose politique leurs militaires? Impossible. Impossible. C'est impossible. Maintenant, j'ajoute. Est-ce que vous savez que 15 des présidents qui furent élus à la tête des États-Unis d'Amérique étaient des officiers d'armée, bien souvent des généraux? 15. On nous donne des leçons de démocratie et de droits de l'homme, parfois à partir de Paris. Mais qui a fondé la 5e République française? Le général de Gaulle, qui a été putschiste, rebelle, exilé, condamné à mort par le régime de Pétain, et qui, grâce aux troupes africaines et anglo-américaines, va revenir libérer la France. Comment peut-on pérorer contre les Africains dans leur processus révolutionnaire, alors qu'on est issu d'une république fondée par un officier putschiste, rebelle, condamné à mort, exilé, et qui pourtant est présenté aujourd'hui comme un héros. Héros, bien sûr, pour la France, parce qu'il organise sa libération de l'occupation nazie, et je suis le premier à reconnaître que c'est une très belle œuvre qu'il a accomplie. Mais bourreau pour les Africains, parce qu'au même moment, il met en place la pseudo-décolonisation de l'Afrique. Il est à l'origine de la France-Afrique. Donc, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il nous faut prendre avec détachement la question du rôle des citoyens militaires africains dans les processus politiques. Quand un pays est en situation de guerre, ses forces de défense et de sécurité doivent être pleinement impliquées dans la gestion du pouvoir. Lorsque le temps de guerre s'estompe, que la sécurité revient, le jeu politique doit être assaini de telle façon qu'une compétition libre entre les citoyens, sans prérogative militaire ou économique ou civile quelconque ait lieu. Je ne vois pas pourquoi on doit se fixer sur l'idée qu'un militaire n'ait pas le droit de se retirer, conformément à la loi, à temps de l'exercice des affaires politiques pour se présenter à une élection dans son pays. J'ai vu cela aux États-Unis. Les généraux américains qui sont devenus présidents s'étaient retirés des fonctions dans l'armée et ont candidaté à l'élection présidentielle. Oui, mais ça se passe, non? Ça se passe même chez nous. Mais bien sûr. Ça se passe, c'est pas un problème. Mais je rappelle même que la CEDEAO a été créée par 2 généraux putschistes. Le président Gnassingbé Eyadema du Togo avait pris le pouvoir en 1967 par un coup d'État contre le régime de Sylvanus Olympio. Le président Yakubu Gowon du Nigeria avait hérité d'un pouvoir putschiste au Nigeria. Ils ont quand même créé la CEDEAO. Mais dites-moi, combien de fois il y a eu des sanctions de la CEDEAO, des embargos de la CEDEAO contre le Nigeria, grand champion des coups d'État de 1966 pratiquement à 1993? Combien de fois? Combien de fois y a-t-il eu des sanctions de la CEDEAO contre le Togo, où le président Eyadema avait pris le pouvoir par coup d'État? Combien de fois y a-t-il eu des sanctions contre le Bénin, où le président Kérékou avait pris le pouvoir par coup d'État? Vous voyez? En réalité, c'est parce que le Mali, le Burkina et le Niger, aujourd'hui, sont dans des processus révolutionnaires, c'est-à-dire en faveur des populations, qu'on décide d'ostraciser, de diaboliser les officiers valeureux qui risquent leur vie pour leur peuple, alors que de l'autre côté, on flatte M. Oligui Nguema à la tête du Gabon. Vous avez vu, il a fait un coup d'État, il a été applaudi par toutes les puissances néocoloniales. On flatte M. Kaka Déby à la tête du Tchad. Vous avez vu, il a fait un coup d'État, on est venu l'installer en avril 2021. Donc, en fait, ce 2 poids 2 mesures écœurent les Africains.